Donc, on va voir les questions de transfert et adaptation de représentation. Donc, première approche, c'est ce qu'on appelle le transfert de représentation, où on a une notion d'apprentissage d'un réseau de profond, par exemple, sur une tâche, une certaine tâche A. Donc, on a une première tâche sur laquelle on peut entraîner un réseau à faire une tâche. Puis l'idée, c'est qu'on aurait une nouvelle tâche, une tâche B, qui est basée sur des données similaires à la tâche A. Donc, ce qu'on voudrait, c'est de récupérer la représentation apprise sur la tâche A pour pouvoir entraîner un nouveau classifieur sur la tâche B. Donc, l'intérêt ici, c'est de dire, ben, on a appris quelque chose qui est quand même assez performant sur la tâche A, avec une représentation associée qui nous offre des bons résultats. Puis maintenant, on aimerait transférer ça à la tâche B sans réapprendre la représentation. On va réutiliser la représentation, mais on va éliminer la tête du classifieur de la tâche A. On va réentraîner une nouvelle tête, un nouveau classifieur pour la tâche B, d'une ou plusieurs couches en sortie, qui va utiliser comme entrée la représentation qu'on a appris. Puis l'intérêt, c'est souvent fait en image, par exemple, avec des modèles entraînés sur ImageNet. Donc, on a entraîné vraiment un modèle entraîné directement sur ImageNet avec le 1,2 million d'images, les 1000 classes. Donc, vraiment, c'est un entraînement qui peut être assez laborieux. Une fois que c'est fait, la représentation est réputée comme étant quand même très bonne. On va réutiliser la représentation, par exemple, d'ImageNet pour faire un nouveau traitement maintenant avec des images. Bon, là, on aura peut-être plutôt quelques milliers d'images pour des tâches bien précises qui sont différentes des tâches d'ImageNet. C'est un exemple de ce qui se fait. Ça se fait quand même très fréquemment. Ça permet donc un transfert de représentation assez direct. Puis, l'idée souvent, c'est qu'on va dire qu'on va utiliser la représentation apprise d'une autre tâche, on va apprendre le classifieur à partir de rien, donc on va vraiment faire un apprentissage avec des poids aléatoires initiaux qu'on va raffiner sur la tâche B. On va permettre aussi quand même que le gradient se propage dans la représentation pour faire un ajustement fin, là, un fine-tuning, comme on dit, de la représentation pour qu'elle soit encore mieux sur la tâche B qui nous intéresse. Et donc, ça, c'est une approche très standard, là. Je l'ai évoqué dans la présentation précédemment pour ImageNet, où là, on a utilisé des modèles de reconnaissance d'objets appris sur ImageNet qu'on va utiliser dans d'autres contextes qui impliquent des images. Ce n'est pas limité aux images, ça se fait dans une grande variété de contextes. Donc, lorsqu'on a une première tâche de base qui permet d'apprendre une bonne représentation, on peut penser réutiliser la représentation pour des tâches basées sur des données similaires. On a aussi une notion apparentée qui est l'apprentissage multitâche, où là, on veut apprendre simultanément une représentation pour des opérations distinctes. Donc, l'idée, c'est que on a deux tâches, on va faire deux têtes, une tête par tâche, la tâche A, la tâche B, puis on va apprendre une représentation de façon conjointe en parallèle. Donc, on va partager une représentation de la tâche A et la tâche B, puis on va faire un entraînement en fait, en disant, on va avoir les données des deux tâches, les données de la tâche A à la tâche B, puis on va faire un apprentissage où on va présenter les données une à la fois, ou une badge de données, mais chaque donnée va être associée à une des tâches. Supposons qu'on a une donnée de la tâche A, elle va passer à travers la représentation et aller seulement vers la tête de la tâche A. On va calculer l'erreur, on va faire une rétropropagation au travers de la tête de la tâche A et à travers la représentation. Après ça, on va avoir une autre donnée qui vient peut-être cette fois-ci de la tâche B. On va faire la même chose, mais en allant vers la tête de la tâche B. Donc, on a la décision. Après ça, on va faire une correction de la tête de classification, de classement de la tâche B et de la représentation. Et donc, on va mélanger des données et des tâches durant l'apprentissage. Donc, l'apprentissage va simultanément apprendre une représentation pour les deux tâches en mélangeant des données des deux tâches. Puis l'idée, c'est qu'on vise avec ça à apprendre une représentation qui va mieux généraliser. Elle ne sera pas spécialisée pour la tâche A et la tâche B. Elle va avoir été apprise pour les deux tâches en même temps. Et donc, on peut s'attendre, espérer que la représentation va capturer des éléments plus généraux, utiles aux deux tâches. Donc, ça devrait aider à la généralisation en termes de l'apprentissage de la représentation. C'est ce qu'on espère avec ce genre de modèle-là. Puis l'idée aussi qu'on travaille avec des données de deux tâches différentes, ça va augmenter notre bassin de données. Donc, on n'aura pas seulement des données d'une ou de l'autre tâche, on va avoir les données pour les deux tâches, ce qui devrait donner au final un plus gros jeu d'entraînement. Et qui dit plus gros jeu d'entraînement dit généralement meilleure performance avec des réseaux de neurones profonds parce que c'est des approches qui sont très gourmandes en données. Donc, on y arrive avec ça à faire beaucoup mieux.
Il y a aussi les notions d'apprentissage few-shot. Donc, l'apprentissage few-shot, c'est de dire qu'on veut apprendre, mais là, on veut apprendre à apprendre. On ne veut pas apprendre seulement à classer pour une tâche, mais on veut apprendre des modèles, des représentations qui fonctionnent bien sur une variété de contextes qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Donc, on veut faire une forme de méta-apprentissage où on est capable de gérer par la suite des problèmes avec très peu de données. Donc, un exemple ici, c'est de dire le modèle N-class K-instance, en anglais, on dit du N-way keyshot. C'est un modèle simple où on dit on a deux ensembles, l'ensemble de support, l'ensemble de requêtes. L'ensemble de support comporte, par exemple, ici, ce n'est pas limité à ça, on comporte trois classes, donc les trois colonnes, et deux instances par classe. Donc, on est à N égale 3, K égale 2. Ça représente finalement un cas spécifique. Et là, pour ce cas-ci, on a un cas avec des données correspondant à la classe voiture, à la classe chat et à la classe suricate. Donc, ces trois classes-là sont spécifiques à cet ensemble de supports-là. On donne ça au modèle et on lui demande ensuite de bien classer les données de l'ensemble de requêtes qui correspondent à notre cas ici à un chat, à un suricate, à une voiture. Donc, on a l'équivalent d'une donnée par classe. On pourrait en avoir plusieurs par classe. Mais le but, c'est que le modèle few-shot apprenne bien à classer nos données selon l'ensemble de supports qu'on lui a donné comme référence. Donc, il va se baser uniquement là-dessus, ici, sur l'ensemble de supports pour déterminer la classe des données de l'ensemble de requêtes. Donc, c'est un peu l'ensemble de requêtes, c'est en quelque sorte l'ensemble de tests, alors que l'ensemble de supports, c'est en quelque sorte l'ensemble d'entraînement. Mais là, on travaille à un méta-niveau, fait qu'il ne faut pas voir ça comme étant très limitatif, parce que le but, c'est d'être capable de gérer des ensembles de supports avec des classes qu'on n'a jamais vues. Et donc, avoir seulement 2, 5 instances par classe, puis d'être capable de bien faire le classement, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et donc, les classes des ensembles de supports et de requêtes varient à chaque essai. Bien sûr, les images varient à chaque essai aussi. Et donc, le but, c'est qu'on veut apprendre un modèle qui gère ça d'une façon plus générale et qui puisse bien performer sur des ensembles provenant de classes nouvelles qu'on n'a jamais vues. Il y a différentes façons de le faire. Une façon de le faire, c'est le réseau prototypique, le Prototypical Network, où on veut synthétiser le support d'une classe par une valeur moyenne qu'on appelle le prototype. Donc, on va appliquer un modèle où on veut faire un classement selon le plus proche prototype. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on dans le fond, ce qui est vraiment associé au méta-apprentissage, c'est le mapping qu'on va faire de l'espace des images. Donc, on va dire qu'on travaille ici avec des images. On va prendre un réseau de neurones pour le few-shot qui va faire une projection dans un nouvel espace. Ici, on le présente en 2D, qui est un espace pour faire le traitement. Puis dans cet espace-là, avec le Prototypical Network, on va faire un classement selon le plus proche prototype. Donc, il y a une version même plus simplifiée, comme un plus proche voisin, mais vraiment sur un prototype par classe. Puis chaque prototype, dans le fond, c'est la valeur moyenne. Un exemple ici, c'est avec trois classes, le vert, rouge, bleu. Puis on a trois instances. Donc, dans le fond, on est à K est égal à 3. Trois instances pour chacune des classes. Puis là, on détermine le vecteur moyen qui correspond à M1 pour le vert, M2 pour le rouge, M3 pour le bleu. Donc, ça, c'est les prototypes qui sont les valeurs moyennes pour les trois instances associées à la classe. Là, on a une nouvelle donnée X ici qu'on veut classer. On va l'assigner à la classe dont le prototype est le plus proche. Donc, dans le cas ici, c'est M1 qui est le plus proche. Il est plus proche de X que M2 et M3. Et donc, on va l'assigner X à la classe des verts. Tout simplement. Et le but, c'est ce classement-là se fait directement. Le classement par le plus proche prototype, il n'y a rien à apprendre, ça se fait directement. Ce qu'on va apprendre, c'est vraiment la projection des images, par exemple, peu importe, d'autres types d'images, d'autres types de données. Donc, de la donnée vers un espace d'une certaine dimensionnalité où on applique le plus proche prototype. Et ça fonctionne quand même assez bien en pratique. Et ça permet donc de classer des données avec relativement peu d'instances. C'est toujours un classement relatif, donc on va devoir quand même faire une référence à l'ensemble de supports. Si on a trois classes, il va déterminer laquelle des trois est la plus proche, mais il ne va pas gérer nécessairement il ne peut pas nécessairement dire une donnée sans aucun point de référence. Il ne peut pas le classer. Il faut toujours avoir un ensemble de supports pour l'ancrer dans un contexte où là, l'espace créé par le réseau prototypique va être intéressant puis va avoir de bonnes performances pour classer des données avec relativement peu d'instances de cette classe-là.
Une autre approche aussi qui est pertinente, c'est ce qu'on appelle les approches d'adaptation au domaine, où là, le problème vise à dire, bon, on a un problème avec des entrées, des sorties qui sont fixées. C'est toujours les mêmes entrées, les mêmes sorties. On travaille par exemple avec des images et 10 classes différentes, peu importe, c'est un exemple particulier, c'est les mêmes classes, les classes ne changent pas. Mais on a ce qu'on appelle des domaines qui varient. On a comme les mêmes genres de données, mais qui peuvent varier significativement. On peut imaginer, par exemple, des images d'animaux. Il y aura des images qui vont être des photos, d'autres qui vont être des dessins, d'autres qui vont être des images d'infographie. Donc, ces différentes images-là sont représentées sur la même chose en entrée, correspondent au même concept en sortie, mais on observe des variations importantes sur leur distribution de valeurs. Les valeurs ne sont pas distribuées de la même façon dans l'espace d'entrée. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est donc ça correspond à un cas particulier de l'apprentissage par transfert. Parce que l'apprentissage par transfert, comme on a vu tout à l'heure, on peut avoir des têtes avec des nouvelles tâches où les classes varient. On va avoir d'autres classes. Ici, on suppose que les classes sont fixées. Donc, les entrées et les sorties sont fixées pour un certain contexte général du problème, mais nos jeux de données proviennent de différents domaines où il y a des variations significatives entre ces domaines-là. Donc, une approche pour pouvoir gérer l'adaptation au domaine, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones adversariels au domaine, les DAN, Domain Adversarial Neural Network, qui est une approche qui a été proposée en partie par une équipe de l'Université Laval. Le but, c'est d'apprendre pour plusieurs domaines sources selon un modèle d'apprentissage multitâche. Donc, il y a une tâche, une tête associée au classement, et on a une deuxième tête qui vise à discriminer entre les domaines sources dans la sortie partagée. Donc, on va dire on a vraiment une représentation conjointe. On a une tête qui est associée à ça pour faire le classement comme on veut. On a une deuxième tête qui, elle, vise à découvrir de quel domaine source ça provient, cette donnée-là. Puis cette deuxième tête-là, dans le fond, elle fonctionne de façon adversarielle dans le sens qu'elle vise à trouver à quel domaine ça appartient, mais la représentation vise à masquer le domaine source. Donc, on veut avoir l'information pertinente pour le classement, mais on veut masquer tout ce qui permet de différencier les domaines. Puis le but, c'est justement de dire que ces différences-là ne sont pas intéressantes, ne sont pas pertinentes au classement, parce qu'on revient quand même à classer les données selon des caractéristiques autres. Et donc, on applique ce qu'on appelle un renversement du gradient dans le modèle du DAN pour y arriver. Donc, la représentation correspond à ceci ici, c'est de dire donc qu'on a effectivement notre modèle avec une représentation où on extrait des caractéristiques. On a la tête pour prédire la classe, là, donc il va nous donner l'étiquette de classe. Donc, ça, c'est vraiment le modèle usuel. On a notre X qui passe au travers de la représentation et la prédiction de classe. Puis avec un apprentissage aussi qui est classique, on va avoir vraiment une fonction de perte basée sur la performance de classement. On va faire une descente du gradient pour mettre à jour cette partie-ci, cette partie-là de façon usuelle. Ce qui est différent avec un DAN, c'est la partie d'en bas où là, on a une deuxième tête qui vise à prédire le domaine. Donc, on a vraiment des étiquettes de domaine. On dit, bien ça, c'est le domaine source 1, domaine source 2, domaine source 3, peu importe. Donc, le domaine, lui, veut prédire à partir de la représentation des données de quel domaine source ça provient. Et donc, il va avoir une autre fonction de perte pour déterminer s'il a trouvé véritablement le bon domaine source ou non. Puis, il va faire une descente du gradient là-dessus. Mais l'affaire, c'est qu'on a vraiment un renversement du gradient ici qui fait en sorte que là, l'extraction de caractéristiques, elle ne veut pas aider cette tête-là, mais elle veut plutôt être plutôt en compétition. Et donc, elle va être adversarielle parce qu'elle va tenter de masquer autant que possible les éléments d'information dans la représentation ici permettant d'identifier le bon domaine. Et donc, son gradient va être moins par rapport à ici, donc moins lambda, la perte d'étiquette de domaine selon les poids du module d'extraction de caractéristiques. Et donc, cette espèce de joute-là entre la prédiction de domaine et la prédiction de classe, le but, c'est d'en arriver à bien prédire les classes. Puis si on change notre domaine d'entrée, donc on a différents domaines sources, mais maintenant, on utilise un nouveau domaine qui n'est pas vu, un domaine cible, ce qu'on espère, c'est qu'avec ce modèle-là, les éléments spécifiques au domaine sont masqués et donc, on va avoir seulement les éléments pertinents pour le classement. Et donc, ça devrait mieux fonctionner pour des nouveaux domaines cibles non vus qu'on va utiliser dans notre réseau. Donc, il va être capable de les projeter dans un espace où les différences associées au domaine vont être masquées et les éléments pertinents pour le classement vont toujours être présents et ça va bien fonctionner. Donc, ça correspond un peu à une approche
qu'on dit DAN, de Domain Adversarial Neural Network, qui permet d'avoir une capacité de s'adapter au domaine, d'avoir une représentation qui généralise sur plusieurs domaines différents pour la même, on va dire, tâche de classement qui nous intéresse.